Eh bien, Jean-Bernard Puy, merci d'être là. Et j'aurais un peu tendance à dire, comme on le dit parfois dans certains petits nombres d'écrivains, qu'on n'a pas besoin de présenter JB, Jean-Bernard Puy, mais bon, comme le rituel veut qu'on le présente, je vais quand même dire 3 mots. Et si j'en oublie, tu me corriges. Non, il ne me corrige pas. Bon, alors, je dirais que c'est un écrivain prolifique, qu'il a... que c'est un découvreur d'écrivains, un créateur de collections, dont le célèbre Poulpe, un amateur de jeux de langage, on sait ses liens avec l'Oulipo, on peut l'entendre dans Les Papous dans la tête sur France Culture pour pouvoir apprécier justement sa virtuosité avec le langage. Et enfin, vous voyez que c'est très très court, plus on a de choses à dire, moins on en dit finalement, enfin plus il y a de choses à dire, moins on en dit. En 2008, Jean-Bernard a eu le Grand Prix de l'humour noir pour l'ensemble de son œuvre. C'est des conneries, ça. Alors, ce sont des conneries, mais bon. Il y a plus de prix que d'auteurs de polar en France. Donc, si on n'a pas de prix, c'est qu'on est vraiment malheureux. Alors. Le livre dont on va parler ce soir, c'est Mazade. Inutile de dire que nous sommes dans une brûlante actualité. Ça se trouve comme ça. Et c'est le premier roman après 12 ans d'absence à la série noire que Jean-Bernard Puy y publie, si j'ai bien retenu. Oui, mais c'est un peu un hasard. C'est un roman que j'ai écrit il y a 2 ans. Et comme maintenant je suis extrêmement âgé et que ma technique, c'est toujours dire place aux jeunes, j'avais mis ce roman dans un tiroir et je ne voulais plus en entendre parler. Et c'est un de mes amis chers, Patrick Rénal, qui a été longtemps directeur de la série noire, qui m'a piqué le bouquin et qui l'a envoyé à Gallimard sans me le dire. Donc ça commençait bien. Et puis, parce que la série noire était dirigée par Aurélien Masson, qui aimait des livres qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. Donc, c'est pas à lui que j'allais le présenter. Et ça a été pris par Gallimard. Premier mystère, je leur ai dit tout de suite où. Ils me disent, on ne sait pas. Mais on le prend. Bon, alors je ne sais pas, ils auraient peut-être fait une série grise ou une série, je ne sais pas, enfin bref. Et donc voilà, ça continuait comme ça. Mais enfin, ce bouquin est frappé quand même par le bonheur, parce que est devenue directrice de la série noire une de mes élèves, quelqu'un que j'ai formé et que je suis et qui est une amie. Et alors, elle est devenue directrice de la série noire, elle a appris ça, et donc elle a tout fait pour faire sortir ce roman d'une catégorie de Gallimard qui n'existait pas, pour le remettre à la série noire. Tout ça sans que je fasse rien. Et le bouquin est sorti le 17 janvier, c'est-à-dire le jour où l'État a décidé d'arrêter le projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc déjà 3 coups de bol à la suite. Et donc il est frappé par la chance. Bon. Et maintenant, on m'appelle... Et puis dans le livre, en plus, je dis que c'est le 17. Dans la première page, je dis que c'est le 17 que le problème est réglé. Ce qui a été le cas. Et depuis, on m'appelle Elisabeth Tessier. Je suis l'Elisabeth Tessier du polar. Parce que en 2008, j'avais décrit un personnage qui passait devant le Bataclan avec un flingue sous le manteau pour aller dessouder quelqu'un. Et au Bataclan, jouait The Eagles of Death Metal, comme quelques années après. Donc là, on commence à me regarder un peu bizarrement et à me demander ce qui va se passer bientôt. Alors, ce qui va se passer bientôt, c'est que Macron va sauter, quand même, j'espère. Ça ne va pas durer comme ça. Enfin bon, je le dis comme ça, puis quand on se reverra, on en reparlera. On verra si...
En tout cas, je comprends mieux l'apparition d'une voyante à la fin de ce livre. Voilà. En attendant les voyantes, le livre renoue avec le néopolar des années 70, plus ou moins, me semble-t-il, contre le système capitaliste, dénonciation de la corruption, en y joignant des éléments plus récents, ruralité, parce que quand même le thème de la ZAD, c'est récent, et c'est lié aussi à la protection de l'environnement. C'est un thème d'une plus grande actualité que... Enfin, c'est plus spécifiquement actuel, disons, que la dénonciation dont vous voyez à laquelle vous voyez que JB n'a pas renoncé, vu ce qu'il vient de déclarer. Je reviens là, j'étais le week-end dernier à Roibon, dans l'Isère, où il y a une magnifique forêt qui s'appelle la forêt de Chabarance, et où Pierre et Vacances, qui est un organisme qui s'occupe de vos vacances, dignement, en faisant payer, qui vous donne des bungalows, des piscines, des trucs, bon. Et construit un dôme dans une forêt qui est déjà très belle. Ils vont ruiner toute une partie de nature très 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 belle pour mettre une fausse nature, avec des palmiers en plastique, des espèces de piscines avec des tuyaux tournants là autour, enfin bref. Et donc j'ai été les voir là-bas. Apparemment, c'est arrêté. Il y a le Conseil d'État qui doit juger ça carrément. Parce que la ZAD que je raconte un peu, parce que c'est pas quand même le sujet principal, mais la ZAD que je raconte un peu, elle n'existe pas. Il ne s'agissait pas, surtout il y a 2 ans, il ne s'agissait pas d'écrire ou de pointer des gens que je connaissais pas bien. Moi, je connaissais Sivens, c'est-à-dire l'Île-sur-Tarn, où il y a eu un mort, en plus un militant libertaire, donc ce qui me parlait encore plus, Rémi Fraisse, et le projet, pareil, a été à moitié abandonné, on ne sait pas trop, enfin bref. Et donc, il ne s'agissait pas d'écrire des gens et des lieux que je ne connaissais pas bien. Donc, j'ai inventé une ZAD. Et inventer une ZAD, c'est très facile, hein. Il suffit de se promener un peu et de voir les projets gigantesques et absurdes qui sont de temps en temps menés dans des coins, on se demande pourquoi. Et là, c'est un projet de plateforme multimodale. Alors, si vous allez dans le nord et dans le nord-est, autour des canaux, tout ça, les plateformes multimodales sont très à la mode. Alors, c'est grand comme un aéroport, c'est entièrement bétonné, avec des lumières genre parking de supermarché au-dessus. Et là, il y a le train, l'autoroute, le canal, plus autre chose qui arrive sur place. Pourquoi? Uniquement pour entreposer des conteneurs, des containers, enfin je ne sais pas comment on dit en français. Et donc c'est un endroit complètement lunaire, absurde, ça, parce que toutes les usines du coin ne fabriquent pas les manufactures ne fabriquent pas les objets sur place, mais se les font livrer par pièces détachées, d'où, on va savoir, et les assemblent sur place. Par exemple, l'usine Toyota de Honin, à côté de Valenciennes, ils ne fabriquent pas de pièces de bagnole. Elles leur sont livrées, ils les montent, ils les assemblent sur place. Donc là, il y a des containers par milliers qui sont entassés. Et ces containers arrivent sur ces plateformes multimodales par le rail et la route, le canal un peu. Mais Toyota fait une erreur, c'est qu'ils sont mis à 5 km du canal. Donc c'est des camions sans arrêt qui passent du canal au site. Enfin, bref. Donc c'est une zone terrible qu'ils ont complètement ruinée, alors que le paysage là-bas, ça a beau être le nord, on a toujours des idées sur le nord industriel et tout, alors que c'est un très beau paysage, c'est un paysage de maraîchage. Alors, avec les militants écolos qui sont sur place, arrivent toujours à trouver une petite bête. Parce que ce qu'ils veulent, c'est défendre, mais il faut une raison. Alors, si jamais ils trouvent une bête, un animal qui est protégé, c'est bon. Alors, ça peut être une libellule. Dans les Landes, là, il y a un projet de ZAD énorme qui est arrêté à cause d'une libellule.
ce qui fait quand même plaisir. On se rend compte de ça. Il y a des salamandres, tout ça. Bon. Et le mieux, alors ça, il faut les trouver. Le mieux, c'est ce qu'on appelle le scarabée pique-poule, je crois. C'est un petit scarabée qui est ultra et totalement protégé au niveau de l'Europe. Vous en trouvez un, vous gelez 150 km autour. Donc les géologues, tout ça, ils cherchent un pique-prune. Ils cherchent un pique-prune, s'ils en trouvent un, ils sont sauvés. Même le Conseil d'État ferme sa gueule. Voilà, donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'un petit, c'est pas ça qui va arrêter, mais la raison, oui. Et un petit scarabée lamentable peut arrêter une énorme industrie dévastatrice. Donc c'est un peu une morale. Alors est-ce que c'est justement cette chose étrange qu'est la ZAD avec tout ce que tu racontes qui t'a incité à commencer à écrire ce livre ou une autre idée, un autre projet où tu t'es lancé comme ça sans trop savoir? Je ne sais pas comment tu commences, comment tu te mets à écrire, toi non plus. Non, je voulais... Moi, je prends mon habitude, c'est de prendre des personnages qui sont un peu démunis pour une raison X ou pour une autre. Souvent, j'ai pris les gens qui étaient handicapés. C'est très très bien de prendre quelqu'un, excusez-moi, handicapé parce qu'il a plus de mal, a priori, que quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Alors dans La Belle de Fontenay, par exemple, j'avais pris un type qui est sourd et muet, mais qui devait enquêter. C'était pas un flic, hein, mais enfin un lambda, quoi. Sauf que pour enquêter, il faut poser des questions et entendre des réponses. Et lui, en tant que sourd-muet, il était mal barré. Donc, tout passait par les petits mots, tout passait par l'écriture. Ça, c'était un jeu interne qui m'avait un peu forcé à écrire ça. Là, ce que je voulais, c'est montrer un personnage qui se radicalise. Alors, c'est vrai que la radicalisation, en France, en ce moment, on en entend parler beaucoup, mais ça concerne toujours les mêmes, c'est-à-dire des jeunes de banlieue qui tombent sur des imams qui leur balancent des versets du Coran et tout ça, ils se radicalisent. Bon, vrai ou pas, on ne sait pas trop. Bon. Non, moi je voulais que ça soit un mec normal, un lambda, mais à qui il arrive tellement de trucs bêtes qui lui tombent dessus que ça commence à l'énerver. Parce que c'est comme le mercure, quoi. Si vous mangez du poisson au mercure, le mercure, ça vous fait rien, ça s'accumule. Mais à un moment donné, quand il y en a trop, paf, ça pète, et à ce moment-là, vous avez des maladies terribles. Donc, c'est ça. D'ailleurs, c'est quelqu'un de relativement sympathique, un peu malheureux, mais sympathique, et puis ouvert, puisqu'il s'occupe de produits bio pour un supermarché. Donc, c'est pas un gangster, quoi. C'est pas mais il en prend tellement plein la tête qu'à un moment donné, il se venge. Et alors, ce que je voulais aussi, ça c'est le côté plus rigolo qu'on a quand on écrit des romans noirs, c'est de pouvoir se payer quelqu'un. Alors là, moi, je voulais me payer quelqu'un qui ressemblait à Vinci. Vinci, on entend toujours parler de Vinci, les autoroutes, le truc de Tram-des-Landes, c'est Vinci. Donc là, j'ai créé une grosse boîte de BTP qui s'appelle Walter et qui va être détruite complètement par un seul homme, quoi. Donc ça, c'est les plaisirs de la fiction, disons. Oui. Oui, ce Camille, qui se définit comme un zadiste périphérique, d'ailleurs, au départ, parce qu'il n'est précisément pas, c'est pas un activiste au départ, il n'est pas radical. Il va en effet, l'histoire va le voir se radicaliser, parce que ce malheureux a quand même pas mal d'embêtements. Bon, il est viré de son boulot, largué par sa copine, attaqué par les crânes rasés. Éjecté de son boulot, tout ça, parce qu'il s'est trouvé dans la ZAD au moment où les flics ont attaqué, il s'est fait ramasser. Donc voilà. Il a été pointé du doigt, disons. Oui, puis on fait brûler son hangar, où il faisait de la récup, en fait, pour les zadistes. Et bref. Tout ça va faire que
cet homme assez paisible au départ va faire... bon, il va dire à la fin qu'il est un nul devenu un néfaste, et c'est un peu ça. Oui, j'aurais voulu que tu parles un petit peu en effet, du personnage de Camille, tu en as parlé, de son environnement. Ce sont précisément les zadistes, mais aussi des gens qui l'hébergent, pas mal de monde comme ça, qui l'entourent, enfin, qu'on voit autour de lui, sans que ce soit des gens qui aient une énorme importance. Ce qu'on voit, sauf à Notre-Dame-des-Landes, où Macron a trahi sa parole, quand les zadistes gagnent une épreuve, surtout juridique, généralement on leur fout la paix, et à ce moment-là, ils s'organisent encore plus. Ils étaient organisés avant, mais ils s'organisent positivement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les maîtres du monde, mais ils vont commencer à lancer des initiatives. On leur demande des projets agricoles, mais dans le tas, je sais qu'il y en a, l'agriculture, ils s'en foutent. Bon. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, il y a les architectes. Et les architectes, ils sont très, très intéressés par les constructions, ce qu'ils appellent les cabanes, mais qui sont des constructions non durables, fait avec du brick et de broc, et qui, dans certains coins, peuvent être une solution au logement, par exemple. Bon. De la même manière que les Hollandais ont adapté les containers, justement, en objet de logement, en cellule de logement. Donc, il y a un peu et lui, il ramasse les fameuses palettes. Je ne sais pas, ça j'aimerais savoir, mais je ne sais pas la consommation de palettes en bois qu'il y a en France, et dont la plupart, après usage, sont brûlées. Alors, il suffit de les ramasser, et avec des palettes, on fait des palais. De la palette au palais, on construit... c'est extrêmement efficace et extrêmement solide. Il suffit de les bourrer après. Enfin, bref. Et donc, on lui brûle son hangar où il entrepose les palettes, parce que comme il travaille pour un supermarché, bah, il en ramasse, quoi. Et donc, dans ces... Je sais plus pourquoi je disais ça. Dans ces ZAD, donc il y a des tas de projets. Il y a en ce moment, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, parce que bon, c'est celle que tout le monde connaît, il y a énormément de sociologues, d'historiens, d'architectes qui sont là sur place, qui n'habitent pas tous sur place. Parce que là, j'étais à Roibon. À Roibon, c'est encore plus net. C'est-à-dire que les militants vraiment écolos et politiques qui s'occupent de Roibon, ils n'habitent pas dans la forêt avec les bêtes de la forêt. Enfin bon. Non, eux, ils sont tout autour et ils s'occupent de la ZAD à leur manière. Mais il y a 5 ou 6 maisons forestières qui ont été squattées pour protéger un peu la zone. Et là, les militants ont appelé des punks à chiens. Vous connaissez les punks à chiens, bon, tout le monde en a vu dans les villes. Et là, dans chaque maison forestière, il y a une bande, il y a une dizaine de mecs avec 40 chiens. Enfin, celles que j'ai vues, ils sont 10 à habiter. Et il y a 40 clébards qui hurlent autour. Donc là, si les flics attaquent, il va y avoir du sport, à mon avis. Bon. Mais, et là, ils gardent la maison. Mais eux, c'est les jeunes, généralement, qui sont déclassés un peu et un peu en décrépitude pour la plupart. Là, ils se sont pris un air de jeunesse parce qu'on leur a coupé l'eau et l'électricité tout de suite. Alors, ils ont creusé des puits, ils ont fait un four à pizza géant. Ils mangent que des pizzas, le matin, midi et soir. Mais il faut les faire quand même. Bon. Et donc, petit à petit, ils s'organisent et ils appellent, ils ont transformé une maison forestière dans une espèce de centre culturel. C'est pour ça que j'ai été les voir. Et c'est très, très marrant. Eux, ils s'en foutent. Hein, ils s'occupent des chiens dehors. Bon. Alors, ils amènent des chèvres, il y a des oies. Donc, c'est très, très marrant. Mais les militants, ils ne sont pas là. Ils viennent de temps en temps, mais ils sont en ce moment, ils doivent être à Paris pour affronter le Conseil d'État très, très vite. Donc, ça fait des rencontres très, très étranges. Et
c'est complètement différent d'une ZAD à l'autre. C'est ça qui est marrant. Il n'y a pas vraiment de loi. Oui, c'est une sorte, enfin, ça a quelque chose un peu d'une utopie reconstituée, finalement, concrétisée. Une sorte d'utopie agricole ou même architecturale, comme tu disais. Et par ailleurs, au passage, tu ris un peu des radicaux, justement, de ceux qui font très très peur à tout le monde, qui portent des noms assez effrayants, qui sont tous de noir vêtus, cagoulés et tout. Et puis, le Black Bloc. Voilà, exactement. Bref, donc c'est dans... Mais ça, c'est formidable aussi, parce que quand on les voit, c'est des gens extraordinairement et rapidement... on arrive à les concerner très très rapidement. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un d'une ZAD a des informations comme quoi les flics peuvent attaquer le lendemain, le soir même, le Black Bloc est là. C'est-à-dire il y a 200 mecs habillés en noir, armés jusqu'aux dents, enfin armés de gourdins, enfin, de bastons et de cocktails Molotov. Et on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Ils n'ont pas de papier sur eux. S'ils se font gauler, on ne sait pas. Et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'ils se font jamais gauler. Eux, contrairement à Camille. Les autres, oui, bon, parce qu'ils entraient les autres, mais eux. Et il y en a encore pire, il y a ce qu'on appelle les no-borders. Et les no-borders, c'est surtout les Allemands. Alors eux, c'est ceux qui se cadenassent à des rails pour empêcher les trains de passer, tout ça, enfin bon. Et aussi qui arrivent extrêmement rapidement. Et on ne sait pas qui... Alors ça, c'est les réseaux sociaux, comme on dit maintenant, qui les appellent, mais ils déboulent très très vite. Donc ça n'a rien à voir avec 68, ça n'a rien à voir avec le Larzac de ce côté-là. Cela dit, le Larzac, Mitterrand a décidé d'arrêter les frais avec l'armée, mais une fois qu'il a arrêté, il ne les a pas fait chier. Dire que personne n'a dit aux gens du Larzac, ah, les moutons c'est comme ça, les brebis c'est comme ça, le truc, bon, on les a laissés. Alors c'est vrai que ça a donné José Bové. Bon, ça, il y a des gens qui peuvent regretter ça, mais bon, c'est un autre problème. Tandis que là, on arrête la ZAD, on arrête le projet de l'aéroport et immédiatement on essaie de les emmerder. Qui déblaye les routes, je veux bien, mais enfin bon, qui détruisent les maisons, ça, des fermes, ça, c'est même si elles étaient expropriées, c'est quand même très 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 con, quoi. Le Larzac n'a pas foutu la République en l'air, hein, que je sache. Bien au contraire, parce que maintenant, ça a fourni des députés européens. Alors, bon, surtout sur une zone dérisoire, parce que bon... bref. Oui, on extrapole on n'est pas là peu, pour faire mais enfin bon, ça s'appelle Mazad, c'est pas pour rien quand même. Mais on va quand même, malgré tout revenir un peu plus précisément au livre et pour parler peut-être de ce qui... On a commencé à le dire, ce qui le fait basculer, ce Camille, c'est des événements. Mais il y a aussi quelqu'un qui le fait basculer parce qu'il y a une histoire de manipulation. Et d'ailleurs, le livre est très singulier en cela. Enfin, la radicalisation de Camille est un véritable désastre, d'une certaine façon. C'est un désastre, d'une certaine manière, la radicalisation de Camille. Et donc, je voudrais quand même que tu parles un tout petit peu, peut-être, de ce personnage, du personnage féminin principal du livre, qui est Claire, qui est une jeune fille, de leur type, de leur relation. Et bon, cette fille qui, finalement, l'encourage et il a l'impression de revivre un peu, va se révéler, elle aussi, désastreuse pour lui. Ben, elle fait attention à lui, donc il n'y a pas d'histoire, même s'il y a un peu une attirance, je ne sais plus comment on pourrait dire, d'amitié. Mais ce que je voulais, c'est parler d'un personnage très connu de la littérature noire, qui est Orphamé Quest.
Et Orphan Quest, tout le monde la connaît, enfin la plupart d'ici la connaissent. Jean-Marie, tu la connais, Orphan Quest? C'est la jeune fille, c'est The Little Sister de Chandler. C'est la jeune fille qui est l'héroïne de The Little Sister de Chandler, merveilleusement traduit par Fais pas ta rosière en série noire. Donc, Orphan Quest, c'est une pauvre fille qui a l'air d'être un peu une militante catho américaine de l'époque et qui vient demander à Marlowe de l'aider à retrouver son frère. Et Marlowe, c'est quand même un personnage très, très précis. C'est un type, bon, c'est pas un bagarreur, c'est pas un tueur, enfin, c'est pas le détective hardboy, disons, mais c'est un mec qui gagne à la tchatch. C'est-à-dire, il parle, il demande, etc. Il a les gens avec le dialogue, en faisant parler les gens. Et là, il se fait complètement avoir, mais alors avoir manipulé et mené jusqu'au bout, par une pauvre fille qui n'est pas la pauvre fille, évidemment, qu'elle semble être. Et donc, je voulais faire un peu pareil, qui est parce que dans sa maison, lui, il va loger des zadistes. Il y a cette jeune fille parmi les zadistes. Il discute beaucoup avec elle et il s'aperçoit que elle lui demande des trucs. Elle essaie de le positionner. Alors, il obéit parce qu'il s'emmerde. Et puis, il s'aperçoit quand même que c'est pas celle qu'il croyait. Et elle va le mener très très loin et peut-être pas là où il aurait voulu aller, quoi, en fait. Oui, sûrement pas là où il aurait voulu aller, même s'il ne savait, il avait l'air de pas trop savoir où il voulait aller d'ailleurs. Mais c'est peut-être pour ça justement qu'il est facile à entraîner comme ça et à manipuler. Il va presque par hasard, enfin parce que. Et puis ça dépend des copains qu'on a, parce que lui, voilà, exactement. J'allais le dire. Il a des copains bretons, pêcheurs, j'en connais, et qui sont absolument similaires à ça. Et qui est des gens qui sont quand même un peu brutaux, disons, face aux événements. Et c'est des gens à qui on a confié des militants basques il y a quelques années. Parce que la police, dans sa grande sagesse, a dit les mecs de l'ETA là, qui nous emmerdent, là, on va les envoyer chez les Basques. C'est un autre peuple, ils vont pas s'entendre entre eux, c'est pas pareil. Or, évidemment, ils se sont entendus copains comme cochons. Ce qui fait qu'il y a toujours des kilos et des kilos de dynamite en Bretagne qui ont été amenés par les Basques et qu'on voit réapparaître. Y compris dans mon petit village, il y a l'éleveur d'à côté, là, un pauvre gars avec 15 vaches. Quand il est mort, on a trouvé dans sa grange 300 kilos de dynamite. Alors il disait que c'était pour faire sauter des talus. Ouais, bon. À savoir. Il y a un festival polar qui est qu'on aime beaucoup, le Goéland masqué, le festival du Goéland masqué, qui se passe à Pinmar, c'est-à-dire vraiment au bout du monde. Et là, c'est les pêcheurs, ce sont les pêcheurs. Et il y avait un bateau le mec était tellement bourré qu'il a mis son bateau, il y avait une tempête un peu. Il a mal rentré dans le port et le bateau s'est échoué au milieu du chenal. Et impossible de le bouger. Donc, 3 jours après, il a sauté le bateau. Enfin, voilà. Alors, tout ça, ça sert à ça, grâce aux Basques. Donc, quand on a des copains comme ça, on a, disons, quelques facilités à se sortir de positions difficiles de temps en temps. Et à aller faire justice. Et à aller faire justice, puisque c'est quand même un peu le sentiment que Camille va avoir par rapport à Claire et à la famille Walter. Je ne sais pas ce qu'on peut dire des liens qui les réunissent. Non, il ne faut pas tout raconter, mais c'est vrai qu'il y a un côté vengeance suicidaire un peu bon. Et puis, quand on y va, quoi. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette histoire qui est
telle que que nous la présentons, vous voyez déjà qu'elle est quand même assez singulière, et il y a un climat assez singulier, mais elle est aussi sans cesse entrecoupée par des mises à distance assez désabusées, humour, jeux de mots et des digressions. Autrement dit, tout ce que JB déteste, enfin tout, je ne sais pas, mais une partie de ce qu'il déteste est allègrement présenté comme ça, avec les commentaires qu'il faut pour montrer toute sa détestation de l'expression en fait, des valises à roulettes, de la corrida, etc. Ce qui est quand même, à ce point en tout cas, très inhabituel dans un roman noir. Oui, mais enfin bon, moi depuis, comme j'ai écrit plus de 100 bouquins, la seule manière de pas s'user, la seule manière de continuer, c'est de m'amuser. Et moi, j'ai aucune peine à écrire. Je suis pas du tout de ces écrivains qui souffrent. Et donc, je me permets tout, y compris les jeux de mots et les blagues les plus lamentables. Parce que, d'abord, ça me fait rire moi, et je sais que ça va faire rire ou pleurer quelquefois des lecteurs. Et il y a des lecteurs qui me disent la JB, t'as pas le droit, là. Celle-là, t'aurais pas dû la faire. Donc ça prouve qu'ils lisent bien, déjà, qu'ils réagissent à ça. Mais justement, ce droit-là, c'est un plaisir. Et ce qui fait que jamais je souffre en écrivant, disons. Et puis, écrire comme ça, c'est avoir un lecteur en face et lui dire, toi, je te tiens, je vais te raconter ça, mais en même temps, je vais te balancer ça, et puis je vais essayer de te faire marrer, et puis je vais essayer de te décevoir, et puis je vais essayer de te balader, et puis donc c'est un vrai rapport avec un lecteur. Et comme je travaille avec les papous, tout ça, bon, c'est une habitude. Mais relisez Queneau, qui est quand même directeur de la NRF, grand Académie Goncourt, tout le merdier. Queneau, ses livres sont truffés de blagues, de trouvailles orthographiques, de fautes de français, volontaires, de choses comme ça, qu'il sème, il parsème son récit. Et c'est ça qui provoque le plaisir inouï souvent qu'on a à lire Queneau, c'est à trouver cette manière qu'il a de capturer le lecteur et de le faire enrager souvent. Donc moi, je ne sais pas que j'essaie de faire du Queneau, mais un peu la même tactique. Sinon, je m'embêterais à mort. Je peux pas être sérieux en plus. Ceux qui me connaissent savent très bien que je peux être sérieux 5 minutes, quoi. Mais après, il faut que ça déconne, quoi. Il faut que ça passe sérieusement. C'est pour ça que, avec les papous de France Culture, on est très à l'aise parce que on débloque, mais sérieusement, enfin, en essayant de faire croire qu'on fait de la littérature, mais en même temps, tout est tordu, tout est arrangé, tout est sujet à commentaires, à blagues, à jeux de mots, à toutes les figures de style possibles, enfin bref, y compris poétique ou non, enfin bon. Mais ça, c'est un entraînement qui est très agréable et puis qui nous a amené à écrire. Moi, j'écris très vite, donc si j'avais pas ça, je n'écrirais plus, quoi. Pour ne vous donner qu'un exemple, qui a d'ailleurs déjà été donné ailleurs, par exemple, un exemple de jeu de mots, de jeu sur le langage. À un moment, tu parles de tempête à décorner les limaces. C'est joli. Oui, c'est plutôt poétique, c'est mignon, oui. Non, mais il y a des trucs beaucoup plus graves. Je comprends que tu ne les lises pas. Oui, beaucoup plus grave, oui, beaucoup plus fort, en effet. Mais c'est plaisant, ça. Et par ailleurs, il y a dans ce livre des références inhabituelles,
notamment picturales, qui surprennent, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on trouve dans un polar ou un roman noir des allusions à Paolo Uccello, au retable d'Issenheim, de même à Bergman ou Polanski. Ah ben ça, c'est ma formation, et de plus en plus, j'essaie de mettre des éléments d'histoire de l'art dans les textes, dans les romans, parce que je m'aperçois que l'histoire de l'art, en même temps, a gagné ses lettres de noblesse. Avant, ça avait l'air d'être une occupation pour jeunes personnes du 17e arrondissement de Paris. Et maintenant, je vois qu'on parle de plus en plus quand même d'histoire de l'art et que les gens s'y connaissent ou s'y reconnaissent un peu plus. Donc j'en profite parce que moi, c'est ma formation, et à chaque fois que je vais quelque part, je vais au musée. Les musées municipaux sont des trésors, et là, à toute vitesse, vous traversez le musée, mais vous allez tomber sur un truc. Et généralement, cette œuvre, elle va vous parler, et vous allez réussir un jour ou l'autre à la mettre dans un récit. Par exemple, un jour, je me baladais à Rouen, au musée de Rouen, musée municipal de Rouen, musée des Beaux-Arts de Rouen, et en tournant tournant juste après une porte, j'ai été totalement frappé de stupeur, parce que j'ai découvert un tableau que je connaissais depuis ma jeunesse, sauf que je pensais que c'était un petit tableau, et là c'était un tableau de 5 mètres sur 4, que vous connaissez, vous avez vu ça dans les livres d'enfants et d'histoire, qui sont les Énervés de Jumièges. Ces deux jeunes gens qui sont sur un bateau, couchés sur une péniche, sur la Seine, enfin on ne sait pas que c'est la Seine, mais c'est pas la mer en tout cas, sur un fleuve, et qui ont les pieds qui dépassent avec des pansements. Et on se demande toujours ce que c'est, et en fait c'est une histoire qui date du Moyen-Âge. C'est les deux fils d'un seigneur qui étaient partis aux croisades et qui avaient profité que leur père s'en aille pour lui piquer tout, lui piquer le pouvoir, le royaume, le château, et en pensant qu'il allait mourir là-bas. Bon. Et quand le père revient, pour les punir, il leur coupe les nerfs des pieds et des mains d'ailleurs aussi. Mais les mains dans le tableau, on ne les voit pas. Il coupe les nerfs des pieds, il les met sur un radeau et il les envoie sur la Seine, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et ça, quand t'es gosse, surtout que le tableau très réaliste, c'est un tableau pompier de la pire facture. C'est très beau, mais de la pire facture. Et tout d'un coup, on le voit en grand. Alors ça m'avait fait un effet. Et c'est très sombre, c'est très noir, c'est très. Il y a eu une exposition à Paris il y a quelques années d'un peintre pompier qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je perds la mémoire. Enfin. Mais un peintre pompier classique, et qui a fait, il a fait des toiles avec les chrétiens dans l'arène, avec les lions qui sortent des trous qui sont, ce qui était un sujet relativement classique. Sauf que lui, il a fait 2 ou 3 toiles comme ça, et après il a fait 2 ou 3 toiles, je ne me souviens plus. C'est après le passage des lions. Donc on voit simplement l'arène avec des morceaux de barbac, de temps en temps, une jambe, un truc. C'est fait toujours extrêmement bien, genre comme faisaient les peintres de la fin du 19e, mais c'est absolument terrifiant. Alors, Jérôme, il s'appelle. Alors qu'il a eu, bien sûr, aucun succès. Et ces toiles n'ont pas été admises au salon. Enfin bon, quand je les ai vues, je me suis dit, c'est quand même incroyable. C'est des trucs les plus monstrueux et les plus terribles que j'ai vus. Et tout ça peint avec un petit doigt en l'air. Et très très bien ici. Donc ça vaut le coup de temps en temps de se balader et de parler un peu d'histoire de l'art. Pas trop, hein. Non, mais de toute façon, le livre semble fait à la fois j'allais dire, de tout ce qui te passe par la tête, enfin tout ce qui t'intéresse, et en même temps tout ce qui ne passe pas, comme vous avez vu, puisque tu insistes aussi quand même pas mal sur des choses qui t'agacent,
ou que tu n'aimes pas du tout, mais parfois qui Oui, même puis, simplement t'agacent. Révoltante. Là, par exemple, ce crétin de Jeff Koons, qui est quand même le plus mauvais artiste de son temps, et le plus riche en même temps, bon, c'est normal. Ça va ensemble. Ça va ensemble. À qui on a fait une commande une main qui tient des tulipes, qui est d'une laideur déjà effrayante. Ça va être devant le musée de Tokyo. On se demande pourquoi là. Parce que c'est pour commémorer les attentats. Or, moi j'ai écrit à Françoise Nyssen, j'ai aucune nouvelle, hein, bien évidemment. Mais je lui dis, c'est quand même bizarre, parce que j'ai compté les tulipes, il y a le nombre de tulipes, je crois que c'est 11, 10 ou 11, je ne sais plus, c'est le nombre d'attaquants des attentats du sort du Bataclan. Ils étaient 11 en tout avec le... Moi ? Ah non, lui, ben, il y a ça, mais ils ne veulent pas le mettre devant le Bataclan, ils vont le mettre. Mais il y a eu je ne sais pas combien de victimes. Mais on sait qu'il y avait 10 ou 11, je me souviens plus exactement, de terroristes. Et comme par hasard, il y a 10 ou 11 tulipes. C'est génial. Alors, il n'a pas fait exprès, hein, je pense pas. Enfin, ou alors... mais c'est quand même non seulement anormal, mais scandaleux. Et c'est d'une laideur terrible. Je comprends que Courbet ait fait sauter la colonne de la place Vendôme, parce qu'il détestait Napoléon. Bon, ma foi, maintenant, la colonne de la place Vendôme, bon, c'est pas terrible. Enfin, bon, c'est du romain, quoi. Mais j'ai vu des photos parce qu'il y avait déjà des photos à l'époque, de la colonne Vendôme écrasée sur la place. C'est très beau, ça, en revanche. Ça fait une très belle sculpture. Enfin, bon, bref. Donc, même l'histoire de l'art, même l'art peut révolter quand même assez facilement quand il est à ce point-là mêlé à la société civile. Pas besoin de Jeff Koons pour... Si encore c'était un bon artiste. Je sais pas, il y a peut-être des admirateurs de Jeff Koons. Non, mais c'est ça qui est terrible, je ne rencontre jamais. Je pose souvent la question à des gens, mais vous aimez Jeff Koons? Ah non, non, non. Tout le monde me dit non, ça. Ah non, c'est nul. Comment il fait? Anne Hidalgo a dit qu'elle n'aimait pas. Et pourtant, elle est maire de Paris, donc elle gère ça aussi. Enfin, bon. Donc j'attends une réponse de Françoise Nyssen pour savoir ce qu'il en est. Oui, mais d'un grand artiste comme ça, on ne peut rien refuser. Oui, voilà. Bon, enfin bref. Non, mais je suis d'accord. Je trouve qu'il peut y avoir en effet des choses totalement scandaleuses en art. Quand c'est de l'architecture, c'est pas pareil. Par exemple, les merveilleux quartiers, Antigone, Polygone, tout ça, c'est magnifique. On se croirait à Rome, sous Auguste. Et même à Cinecittà. Oui, enfin, il y a bon, on peut s'habituer. C'est qui? C'est Riccardo Bofill qui a fait ça? Non. Oui. Ah oui. C'est ce que je pensais, ouais. Non, mais je crois qu'il a fait des choses un peu mieux quand même, parfois, non? Enfin bon, oh, ben à Paris, on ne va pas régler nos comptes avec... À Paris, il a fait un truc qui est aussi monstrueux. Ah oui. Mais en même temps, c'est des trucs monstrueux auxquels on s'habitue. Mal, mais au bout de 40 ans, ça fait bien 30 ans. Ouais. Oui. Si jamais ils veulent détruire, il faut vous bouger le cul et faire une ZAD pour protéger Bofill. Il faut faire une ZAD pour protéger la zone, justement. Pour protéger Antigone. Oui. Voilà, donc, comme vous voyez, l'intrigue dans ce livre paraît parfois secondaire, ce qu'elle n'est pas vraiment, mais on est troublé par la façon dont tout est aussi, inimaginablement raté à côté de la plaque dans ce que fait Camille, parce qu'à la fois il réussit ses coups d'une certaine façon,
Et c'est au fur et à mesure qu'il réussit, c'est de plus en plus désastreux et on sent que ça va quand même pas bien finir du tout. C'est comme une sorte de baroud d'honneur. Non, c'est la fin qui est un baroud d'honneur en fait. Et bon, ça ne va vraiment pas. Et on arrive finalement, sans en avoir trop dit, il faudrait aussi parler d'un chat roux qui est très présent dans le livre, d'une voyante dont l'apparition est quand même assez surprenante. Maintenant, je suis moins surprise parce que, vu qu'on sait que Jean-Bernard Puy a des dons lui-même de voyant, on va plus s'étonner qu'il y ait une voyante. Oui, enfin, on ne va plus s'étonner qu'il y ait une voyante dans le livre et une voyante extra-lucide, tout à fait... C'est pas une voyante, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Enfin, n'empêche qu'elle le voit, ta sorcière. Et elle voit très bien. Et voilà, et on rigole pas hein, avec ce qu'elle dit, avec sa prévision. On rigole pas du tout. Non, moi je suis un Breton d'adoption et j'ai... parce que je suis du sud-ouest, alors j'ai rien à voir avec la Bretagne, mais depuis le temps que je vais en Bretagne, on rigole pas avec l'encou et avec la sorcière qui habite dans la forêt derrière avec ses chiens. Et quand on la rencontre, bonjour madame, on est un peu gêné parce que elle dit des trucs et après vous y pensez tout à l'heure. Et tous les gens là-bas ils disent méfie-toi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Alors je ne le dis pas, mais méfie-toi hein, parce que ça va être vrai. Hein. Et donc je voulais me moquer de ça. Et le chat, ben, c'est un chat que c'était mon chat quoi, qui est mort maintenant. Enfin il est mort, je ne sais pas, il a disparu. C'est un chat qui est roux comme Claire, la jeune femme de l'histoire, est rousse, mais il est infiniment plus sympathique qu'elle. Et c'est d'ailleurs de lui qu'il est question quasiment à la dernière ligne du livre. Mais justement, je voulais, avant que peut-être vous nous posiez des questions ou on aborde autre chose, quand même dire un mot sur le dernier chapitre du livre, parce que les dernières pages en sont très étonnantes. Quand tout est perdu, c'est-à-dire que Camille a compris qu'il a été manipulé, que tout ça n'allait pas. Ce qu'il savait plus ou moins, mais bon, maintenant c'est clair. Et on a l'impression qu'il trouve un souffle qu'il n'avait pas. Il y a 7 pages, je crois, sans un point, qui sont vraiment à mes yeux les pages les plus accomplies du livre et qui apparaissent un peu comme une délivrance paradoxale, mais justement parce qu'il y a là, je le disais tout à l'heure, une sorte de baroud d'honneur. Tout est perdu et on y va. C'est un livre quand même très, très désespéré. Désespéré. Je suis complètement désespéré. Non, mais c'est du roman noir. Je ne vais pas commencer à raconter des choses rigolotes. Ou des histoires d'amour qui se terminent bien. Bon, il y a d'autres collections. Le roman noir, c'est bon. C'est le principe numéro 1 du roman noir. Il faut que ce soit des romans, grosso modo, parce que tout le monde est différent, des romans de critique sociale. C'est-à-dire qu'il faut que ça parle d'aujourd'hui, de problématiques un peu d'aujourd'hui, de la manière dont on peut prendre ça en compte. C'est un roman en général qui répercute les langages, parce que les langages évoluent à une telle vitesse qu'il vaut mieux qu'il y ait une partie de la littérature qui s'occupe de ça, parce qu'on est vite dépassé. Donc tout ça fait que c'est des romans quand même qui sont peut-être qui peuvent vieillir assez vite, parce qu'ils sont quand même ancrés dans une immédiateté comme ça souvent, ou une contemporanéité. Donc c'est pour ça qu'il faut soigner le style de façon à ce que le lecteur pense quand même toujours que c'est pas un crétin qui a écrit ça, quoi. Parce que c'est un peu souvent ce qui peut se passer. Et comme il y a quand même eu beaucoup de crétins qui écrivent des romans policiers et des romans là, il faut se détacher un peu d'eux et faire en sorte que le roman soit de temps en temps pris dans des soubresauts littéraires, comme ça, si je peux dire. Enfin, et ça, les auteurs de romans noirs le savent bien. Donc, ils jouent avec ça, souvent, et
ce qui donne un peu une impression plus... on est, je ne sais pas comment dire, mais on est content de s'apercevoir qu'un roman noir, ou un roman policier, enfin moi j'écris pas de roman policier, mais un roman noir peut être bien écrit, voilà. Parce que des fois il ne l'est pas. Et souvent, ce qui est un peu paradoxal, parce que les romans les plus vendus en France de cette littérature-là, qui est une littérature populaire quand même, sont des romans qui sont généralement écrits un peu ce qu'on appelle les pages page turner ou je sais pas quoi, sont écrits à toute vitesse sans grand intérêt. Donc on a intérêt quand même dans l'école dont on fait partie, enfin que ce soit autour de la série noire, de Rivage, des éditeurs ailleurs, des petits éditeurs qui s'occupent de ça, et puis des festivals comme celui de Frontignan au mois de juin. On a intérêt à se singulariser, au moins au niveau du style, quand même. Alors bon, tout n'est pas toujours facile. Il faut pas. Moi, mon livre préféré, c'est Ulysse de Joyce. Je ne vais pas commencer à faire du Joyce dans la série noire parce que j'aurai 2 lecteurs, quoi. Et encore, ils vont jeter le livre. Donc, mais bon, ça serait pour moi l'idéal absolu. En tout cas, même si ce n'est pas Ulysse, certes, bien sûr, mais tu laisses sur une belle impression littéraire et humaine d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose de voilà qui est plus fort dans cette fin, je trouve, que dans les atermoiements en quelque sorte ou les erreurs même dans l'action, les erreurs qu'on a vues faites par Camille.